bienvenue dans Sparkverse, le podcast où on remonte le courant des parcs Disney pour retrouver ce qui bat derrière les décors, des idées, des rêves et parfois une simple petite mélodie qui ne nous quitte plus. Après avoir exploré la fureur des canons de Pirates des Caraïbes et les rêves de cuivre de Discoveryland, il est temps de changer radicalement de ton. Aujourd'hui, nous quittons les coups de tonnerre et les fusées pour quelque chose de beaucoup plus doux. Une barque, une ritournelle, des centaines de poupées qui chantent en chœur, une attraction que tout le monde connaît, même ceux qui ne sont jamais montés dedans, une chanson que certains adorent, que d'autres redoutent, mais que tous peuvent fredonner. Aujourd'hui, nous embarquons pour The Happiest Cruise That Ever Sailed, It's Small World. On pourrait croire que c'est une attraction facile, presque naïve, des poupées, des couleurs pastel, des costumes traditionnels, une mélodie répétée à l'infini. Et pourtant, derrière cette simplicité apparente se cache une des œuvres les plus politiques, les plus engagées et les plus symboliques de toute l'histoire de Disney Parks. It's Small World, c'est une déclaration d'intention. Une façon de dire au monde au cœur des années 60, malgré les frontières, malgré les tensions, malgré les langues, nous partageons tous la même humanité. Et le plus fou, c'est que ce message, né au temps de la guerre froide, résonne peut-être encore plus fort aujourd'hui. Tout commence loin des parcs, dans un autre lieu mythique, la Foire internationale de New York 1964-1965. C'est là qu'UNICEF et PepsiCo demandent à Walt Disney de créer une attraction pour célébrer les enfants du monde. Le brief est simple en apparence, mais gigantesque dans sa portée. Imaginez une expérience qui met à l'honneur tous les peuples, toutes les cultures, sans hiérarchie, sans drapeau planté plus fort que les autres. Pas une vitrine politique, pas un discours, mais un geste, une chanson, un voyage, Walt accepte. Et en 9 mois seulement, ces équipes vont créer un des monuments absolus de l'imagineering. Au cœur du projet, on retrouve une Dream Team qui deviendra légendaire. Mary Blair, dont le style graphique, ses couleurs franches, ses formes géométriques, ses visages ronds comme des soleils, va donner au monde de Small World son identité reconnaissable entre mille. Alice Davis, qui habille chaque enfant d'un costume inspiré de son pays, cousu avec une minutie quasi couture. Mark Davis qui conçoit les scènes, les attitudes, les petits gags visuels, cette vie permanente qui anime le décor. Et bien sûr, Richard et Robert Sherman, les frères Sherman à qui Walt lance ce défi presque impossible. Écrire une chanson capable d'être chantée en boucle dans plusieurs langues sans jamais perdre son sens ni son charme. Ce qui en sort tient du miracle, une mélodie faussement simple, presque enfantine, mais redoutablement travaillée pour se marier à toutes les cultures, à tous les rythmes, à toutes les orchestrations. Un texte qui parle de l'unité du monde, non pas comme d'une utopie abstraite, mais comme d'un constat. It's a world of laughter, a world of tears, it's a world of hopes and world of fear. Un monde de rire, de larmes, d'espoir et de peur. Bref, notre monde est derrière cette petite chanson un message que Richard Sherman résumera un jour ainsi. On voulait simplement rappeler qu'au fond, les gens se ressemblent plus qu'ils ne s'opposent. Mais Small World, ce n'est pas qu'une chanson. C'est une mise en scène totale, un geste artistique complet. À la foire de New York, les visiteurs découvrent un pavillon UNICEF où l'on embarque dans de petites barques blanches pour traverser une succession de tableaux. L'entrée est surmontée de la Tower of the Fourth Wind, un mobile géant imaginé par Rolly Crump qui tourne au gré du vent comme une sculpture vivante, symbole de mouvement, de diversité, de circulation. À l'intérieur, des enfants du monde entier chantent la même mélodie dans leurs langues respectives, entourés d'animaux stylisés, de décors en papier découpé, de motifs inspirés de l'art populaire. C'est coloré, joyeux, mais jamais agressif. C'est pop et poétique à la fois, l'attraction est un triomphe. À tel point qu'à la fermeture de la foire, Walt décide de ne pas la laisser disparaître. Il la rachète, la démonte, la transporte en Californie et la reconstruit à Disneyland. Le 28 mai 1966, It's a Small World ouvre officiellement à Anaheim. Cette fois, la Tower of the Four Winds laisse place à une autre icône, une façade horloge géante, blanche et or, signée Mary Blair, peuplée de formes qui évoquent à la fois Big Ben, le Taj Mahal, les clochers européens et les tours d'Orient.
Tous les quarts d'heure, un petit défilé de poupées sort de l'horloge comme une petite parade du monde. Le train de Disneyland Railroad passe juste derrière, ajoutant une couche supplémentaire de mouvement et de magie. Le slogan est clair, The happiest cruise that ever sailed around the world, la croisière la plus heureuse qui ait jamais fait le tour du monde. Depuis, l'attraction s'est exportée aux quatre coins de la planète. Walt Disney World en 1971, Tokyo Disneyland en 1983, Disneyland Paris en 1992 et Hong Kong Disneyland en 2008. Partout, la même promesse, un bateau, une chanson, des enfants et l'idée que oui, malgré nos histoires et nos différences, c'est un petit monde après tout. Les façades changent, les dispositions intérieures varient, une immense salle unique à Paris, plusieurs salles successives à Tokyo ou en Floride, mais l'ADN reste intact. Couleur, lumière, rythme et surtout cette mélodie que personne n'oublie. On pourrait croire qu'une attraction née en 1964 en plein contexte de guerre froide serait aujourd'hui un peu datée, mais au contraire, Small World n'a cessé de se réinventer. Des versions de Noël qui mélangent la chanson d'origine à Jingle Bells, des ajouts de personnages Disney stylisés façon Marie Blair en Californie et à Hong Kong, l'intégration d'une poupée en fauteuil roulant à Walt Disney World et Disneyland pour célébrer l'inclusion, des réhabilitations majeures comme celle de Disneyland Paris en 2015, puis sa grande remise à neuf et sa réouverture en 2023, et désormais une nouvelle étape symbolique, l'ajout d'un dernier couplet écrit par Richard Sherman avant sa disparition, qui a rejoint la boucle musicale en 2025 pour conclure le voyage sur un message encore plus explicite de solidarité. Un cadeau final comme un clin d'œil tendre au monde qu'il a aidé à faire chanter. Walt Disney disait à propos de cette attraction qu'elle était un simple petit hommage aux enfants du monde entier. Et comme souvent chez lui, derrière le mot simple, il y a une complexité gigantesque. Small World, c'est une synthèse, celle de l'art de Marie Blair, de la musique des frères Sherman, des techniques d'audio-animatronics qui se démocratisent et d'un contexte historique où parler de paix, de fraternité et de compréhension mutuelle était tout sauf naïf. C'était un acte, presque une prise de position, faire chanter des enfants de toutes les nations ensemble en 1964. C'était dire « nous pouvons faire mieux ». Dans cet épisode de Sparkverse, on va donc prendre It's Small World très au sérieux. On va aller au-delà de la blague sur la chanson qui reste dans la tête pour voir ce que cette attraction raconte réellement. Nous reviendrons sur son origine à la foire de New York, sur la manière dont Walt a conçu ce salut aux enfants du monde avec UNICEF et PepsiCo. Nous plongerons dans le style unique de Marie Blair, dans le travail minutieux d'Alice Davis sur les costumes, de Joyce Carlson sur les poupées, de Mark Davis sur les scènes. Nous parcourrons les différentes versions du monde, Californie, Floride, Tokyo, Disneyland Paris, Hong Kong, en étudiant ce qui les rapproche, ce qui les distingue et ce qu'elles disent de la culture de chaque parc. Nous parlerons aussi de controverses, de critiques, de stéréotypes parce que oui, Small World n'est pas une œuvre lisse. Elle a été analysée, discutée, parodiée, parfois moquée, parfois défendue avec passion. Et nous verrons enfin comment 60 ans après sa création, l'attraction continue d'évoluer pour refléter le monde d'aujourd'hui. L'ajout de personnages en situation de handicap, les choix d'inclusion, la place donnée à la diversité et ce fameux nouveau couplet écrit par Richard Sherman qui vient compléter la chanson comme une sorte de point final sans jamais vraiment fermer la parenthèse. Car Small World vit dans une boucle. La chanson ne s'arrête pas, le ride ne fait que recommencer et c'est bien là tout le symbole. La fraternité, ça se rejoue tous les jours, ce n'est jamais acquis. Voici le cap de notre traversée Actu Magique pour ne rien louper sur l'actualité des parcs Disney, le coin histoire où nous reviendrons sur la genèse de l'attraction, la foire de New York, UNICEF, Pepsi, Walt, Marie Blair, les frères Sherman. Backstage pour plonger dans la fabrication du plus petit grand monde, maquettes, couleurs, poupées, musique, chorégraphie et toutes ces décisions qui font que la croisière fonctionne. Le grand dossier consacré surtout à la version parisienne, son architecture, son immense salle unique, sa réhabilitation, sa version Noël et la manière dont elle interprète à sa façon le message d'unité. C'est là aussi que nous parlerons en détail du nouveau couplet de la chanson et de ce que cela change dans la sensation finale du ride. Regard contemporain
contemporain pour interroger ce que Small World signifie aujourd'hui entre lecture naïve, critique de stéréotypes, volonté d'inclusion et puissance émotionnelle intacte. Et enfin une conclusion où je partagerai mon regard personnel sur cette attraction que tout le monde croit connaître, mais que peu prennent vraiment le temps d'écouter. Pourquoi un épisode spécial Small World maintenant ? Parce qu'elle vient tout juste d'accueillir un nouveau fragment de musique, ce dernier couplet imaginé par Richard Sherman comme un dernier message au monde intégré à la boucle depuis des années. Et surtout parce qu'à l'heure où le mot diversité est partout, où les réseaux sociaux amplifient autant les fractures que les ponts, il est intéressant de revenir à ce petit bateau qui lui propose autre chose. S'asseoir ensemble côte à côte le temps de 10 minutes et regarder un monde qui, malgré tous ses défauts, continue de chanter. Alors installez-vous dans votre embarcation imaginaire, laissez le courant vous porter et acceptez pour les prochaines minutes de regarder la planète avec les yeux d'un enfant. Bienvenue dans Sparkverse. Et maintenant, cap sur la croisière la plus entêtante et peut-être la plus sincère des parcs Disney. Avant de remonter le courant d'It's Small World et de traverser ces continents chantants, faisons une escale dans le présent, car pendant que cette rivière immuable continue de célébrer l'unité du monde, l'univers Disney, lui, ne cesse d'évoluer et de s'étendre et de se réinventer. Des archives de la Californie des années 1950 aux avant-premières les plus attendues d'Europe, voici les actus magiques du moment. Disney vient de lever le voile sur un nouveau documentaire événement consacré à la naissance du parc originel Disneyland. Intitulé Disneyland Handcraft, ce film propose une plongée rare et précieuse dans les coulisses de la construction du parc imaginé par Walt Disney en 1955. Ici, pas de nostalgie facile, mais un hommage aux gestes, au savoir-faire et à l'ingéniosité humaine. Maquettes sculptées à la main, décors peints au pinceau, attractions assemblées comme des œuvres artisanales, le documentaire rappelle que Disneyland n'est pas né d'ordinateurs, mais de crayons, de bois, de métal et d'idées. Une vision qui résonne profondément avec l'esprit d'It's Small World, attraction elle aussi née pour une exposition universelle, pensée comme un manifeste humaniste fabriqué par des artistes avant d'être une machine. Ce documentaire est une piqûre de rappel essentielle. Chez Disney, le progrès commence toujours par la main de l'homme, dès le 22 janvier sur Disney+ et YouTube. Du côté de Star Wars Galaxy's Edge, à Disneyland Resort, la narration continue de s'enrichir. La chronologie interne de Batuu évolue progressivement, permettant désormais d'intégrer des personnages et des éléments issus de différentes époques de la saga Star Wars. Concrètement, cela signifie plus de liberté narrative, plus de rencontres possibles et une expérience moins figée dans une seule période. Galaxy's Edge devient peu à peu une planète vivante traversée par le temps où passé, présent et futur de la saga peuvent cohabiter. Une approche qui rapproche encore un peu plus cette zone de l'idée fondatrice des parcs Disney. Raconter des histoires dans lesquelles le visiteur trouve sa propre place. À Disneyland Paris, l'actualité est dense et particulièrement généreuse pour les membres de Disneyland Pass. D'abord, une offre billets amis qui permet aux détenteurs de pass d'inviter leurs proches à découvrir les deux parcs à partir de 49 € pour des visites prévues entre le 7 janvier et le 27 mars 2026. Une offre entièrement en ligne, sans obligation de présence du membre le jour de la visite, avec jusqu'à 20 billets achetables sur toute la durée de l'opération. Une belle manière de partager la magie même en dehors des privilèges habituels comme l'heure de magie en plus. Côté hébergement, l'offre Hôtel Disney réservée aux membres Disneyland Pass fait également son retour pour l'hiver. Elle concerne des séjours compris entre le 7 et le 13 février, puis du 20 février au 25 mars 2026. Une opportunité idéale pour vivre le resort autrement dans une période plus calme propice à la contemplation et à la redécouverte de détails. Mais l'annonce qui fait le plus vibrer les cœurs, c'est bien sûr celle des avant-premières de World of Frozen au sein du futur Disney Adventure World. Les membres Disneyland Pass pourront découvrir cette extension très attendue lors de dates exclusives les 15, 18, 23, 24 et 25 mars. Le 15 mars sera réservé aux membres Gold, les d'autres dates étant ouvertes à l'ensemble des passes. Avant même son ouverture officielle, le royaume d'Arendelle commence donc déjà à exister. Dans l'imaginaire, dans l'attente et dans cette promesse si chère à Disney, celle de franchir une frontière et de changer de monde.
De la Californie de Walt Disney aux futurs royaumes enneigés de Paris, de Batuu aux ateliers des Imagineers, une même idée traverse toutes ces actualités. Le monde change mais le rêve demeure. It's a Small World nous rappelle que malgré nos différences, nous partageons une même rivière, un même champ, un même horizon. Et c'est précisément ce lien entre passé, présent et futur que Disney continue de tisser jour après jour. Et maintenant que nous avons jeté un œil au présent, il est temps de remonter le temps, de quitter un instant les lumières d'aujourd'hui pour revenir à ce moment précis où tout a commencé. Un moment qui ne ressemble à aucun autre dans l'histoire de Disney, celui où une simple demande de l'UNICEF, quelques mois d'urgence créatif et le génie d'une poignée d'artistes ont donné naissance à une chanson qui allait traverser la terre entière. Car avant d'être un ride, It's a Small World est une idée, un pari fou, un geste de paix posé en plein cœur des années 60. Alors remontons la rivière jusqu'à la source, là où Walt, Marie Blair, les frères Sherman et toute une génération d'Imagineers ont inventé non seulement une attraction, mais un message. Bienvenue dans le coin histoire. Dans Sparkverse, chaque épisode nous invite à remonter le fil du temps, à retrouver l'instant où tout a commencé. Et pour comprendre It's Small World, il faut retourner à un moment très particulier de l'histoire américaine, une époque où la conquête spatiale enflammait les imaginaires, où la guerre froide divisait la planète et où Walt Disney décidait humblement de créer une attraction qui parlerait de paix. Décembre 1963, dans les bureaux de WED, le téléphone sonne. À l'autre bout du fil, PepsiCo, la marque et partenaire du pavillon UNICEF pour la Foire internationale de New York 1964-1965, mais rien ne fonctionne comme prévu. Les concepts proposés ne convainquent pas, le temps passe, l'ouverture approche, la panique monte. Alors quelqu'un propose une idée. Et si on appelait Disney ? Walt est en plein travail sur 3 attractions majeures pour la foire, Great Moment with Mr. Lincoln pour Chicago, Carousel of Progress pour General Electric et Ford's Magic Skyway pour Ford. 3 projets colossaux, mais quand UNICEF et PepsiCo lui parlent d'un hommage aux enfants du monde entier, quelque chose l'arrête. Il dira plus tard, ce que nous faisons pour les enfants, nous le faisons pour l'humanité entière. Joe Fowler, ingénieur en chef, refuse d'abord. Impossible, pas avec le délai. Walt sourit et dit « on le fera ». Et l'équipe Walt Disney Imagineering obtient 9 mois. 9 mois pour concevoir, écrire, construire et installer une attraction entière. Et pas n'importe quelle attraction, une attraction qui parlerait du monde. La Foire internationale de New York a un thème ambitieux. La paix par la compréhension. Walt Disney comprend immédiatement le défi. Comment créer une expérience qui transmette un message de fraternité sans être moralisatrice ? La réponse, il la trouve dans l'enfance. Walt Disney dit « Les enfants sont les ambassadeurs les plus sincères. Ils ne connaissent ni barrières ni frontières. Et il convoque les meilleurs artistes de son studio. » Marie Blair, son style n'est pas réaliste, il est émotionnel, des aplats francs, des géométries joyeuses, des couleurs qui ne cherchent jamais l'exactitude, mais la sensation. Elle crée un langage visuel qui rend chaque culture immédiatement identifiable, sans jamais tomber dans la caricature. Elle dira « Je voulais peindre le monde comme un enfant le voit, simple, lumineux, sans peur. » Mark Davis, il construit les scènes, imagine les poses, trouve les petits gags visuels qui donnent vie aux poupées. C'est lui qui insuffle l'humour, la malice et le charme. Alice Davis, elle conçoit des costumes inspirés des tenues traditionnelles de dizaines de pays. Tissus brodés, dorures, motifs folkloriques, un travail titanesque pour donner à chaque poupée une identité culturelle, authentique et stylisée. Joyce Carlson, elle peint sans relâche les visages, les accessoires, les objets animés, plus de 40 ans de carrière. Un engagement si fort qu'elle recevra plus tard sa propre fenêtre sur Main Street, Miss Joyce Dollmaker for the World.
Rolly Crump, il imagine l'une des pièces iconiques du pavillon, la Tower of the Four Winds, un mobile géant de 120 pieds de haut tournant uniquement grâce au vent comme une sculpture du mouvement de la diversité. Il dira: je voulais capturer l'esprit de l'enfance imprévisible, coloré, joyeux. En quelques mois seulement, une équipe entière invente un nouveau langage visuel, musical et narratif. Le résultat est un miracle de collaboration, un ride entier né en moins d'un an avec la qualité d'une œuvre qui aurait pris 5 ans à produire. Au départ, Walt Disney pense utiliser les hymnes nationaux. Mauvaise idée, la cacophonie est totale. On entend d'un côté la Marseillaise, de l'autre l'hymne britannique, plus loin un chant sud-américain, rien ne s'accorde. Alors Walt appelle les frères Sherman. Il leur dit: les garçons, j'ai besoin d'une chanson, une qui puisse être chantée par tous dans toutes les langues. Richard Sherman répond: une seule chanson pour tout le monde? Walt: oui, quelque chose de simple et d'éternel. Les frères Sherman se mettent au travail, ils écrivent une ballade douce, presque trop lente. Walt leur demande quelque chose de plus joyeux. Ils réécrivent, ils recomposent et un jour Walt écoute la dernière version. Il ferme les yeux et quand la chanson s'arrête, il dit seulement: c'est parfait. Richard Sherman dira plus tard: Walt ne voulait pas une chanson sur le monde, il voulait une chanson pour le monde. À l'ouverture de la foire, c'est un choc. Les visiteurs font la queue pendant des heures pour monter dans les tout petits bateaux blancs. Les enfants rient, les adultes pleurent, la mélodie reste dans la tête de tout le monde. On raconte même que les employés de la foire sifflent la chanson dans les couloirs. Des millions de personnes montent dans l'attraction durant ces 2 années. It's a Small World devient un phénomène culturel, un symbole de paix, une image d'une humanité rassemblée. PepsiCo et UNICEF sont comblés. Walt, lui, pense déjà à la suite. Lorsque la foire ferme, Walt fait démonter toute l'attraction. Elle traverse l'Amérique en pièces détachées et renaît à Disneyland le 28 mai 1966. Cette fois, elle s'installe dans un bâtiment permanent avec une façade iconique. Un immense mur blanc et or ponctué de tours et de symboles. Tous les quarts d'heure, les portes de la grande horloge s'ouvrent et un défilé de poupées sort comme pour saluer le monde. Le Disneyland Railroad passe juste derrière, ajoutant un rythme à la scène. C'est ici que naît l'image que nous connaissons tous, le monde reconstruit comme une horloge qui bat, un temps universel, joyeux, partagé et qui ne s'arrête jamais. Et maintenant que nous connaissons l'origine de ce voyage, plongeons dans ce que les visiteurs ne voient jamais. Comment anime-t-on des centaines de poupées? Comment compose-t-on une seule chanson capable de traverser les continents? Comment construit-on une rivière qui porte un monde entier? Bienvenue dans Backstage, là où la douceur d'It's Small World devient une prouesse titanesque. Dans Sparkverse, il y a toujours ce moment où l'on quitte le rêve pour entrer dans la fabrique du rêve, où l'on soulève un pan de décor, où l'on découvre que derrière la poésie d'une simple croisière se cache une mécanique d'une précision presque obsessionnelle. It's a Small World est l'attraction la plus douce du monde, mais c'est aussi paradoxalement l'une des plus complexes jamais construites. À première vue, It's a Small World ressemble à une simple balade tranquille. Mais sous l'eau, c'est un monstre de technologie. Le Flume System a été conçu pour maintenir un débit constant, sans à-coups, sans variation visible pour le visiteur. Pourquoi? Parce que la clé de l'attraction, c'est le rythme. Les bateaux doivent arriver dans chaque scène exactement au moment où la musique, les poupées et les éclairages sont synchronisés. Trop lent et le bateau perd son souffle, trop rapide et la magie s'étouffe. Chaque seconde. Des pompes géantes renouvellent la circulation de l'eau, une température contrôlée évite la condensation, les bateaux glissent grâce à la pression de l'eau sans rail visible, une illusion totale pensée pour donner l'impression d'un monde fluide, sans contrainte, sans mécanique apparente. C'est ce que Walt voulait, une technologie tellement bien cachée qu'elle en devient invisible. Il disait souvent: si vous voyez la mécanique, c'est qu'elle est mal faite. Et dans It's a Small World, tout se cache sous l'eau comme si la magie elle-même dormait dans le courant. Il y a plus de 300 poupées dans certaines versions de l'attraction, 605 pour la version originale de Disneyland.
Elles bougent tout en même temps, mais très peu d'entre elles possèdent des mécanismes complexes. Le génie de Mary Blair et des ingénieurs Disney, c'est d'avoir compris que la répétition est plus importante que la sophistication. Une simple rotation du buste, une inclinaison de la tête, un balancement de bras, ce sont des mouvements courts, presque minimalistes, mais répétés par des centaines de figures, ils deviennent une chorégraphie. Chaque poupée est montée sur une structure simple, robuste, pensée pour tenir des décennies. Les Imagineers savaient que l'attraction allait tourner 365 jours par an, avec des milliers de cycles quotidiens. Il fallait que rien ne casse, rien ne grince, rien n'interrompe la musique. Et ces poupées ne sont pas interchangeables. Chacune a un design unique, un visage peint à la main, une identité culturelle stylisée, une personnalité. Joyce Carlson, qui a peint des milliers de visages au fil de sa carrière, disait: chaque poupée devait être un sourire universel. Si Mary Blair a donné les couleurs, Alice Davis leur a donné la matière. Elle a conçu plus de 300 costumes différents inspirés des habits traditionnels d'une soixantaine de cultures. Mais elle ne cherchait pas le réalisme, elle cherchait la reconnaissance instantanée. Cette manière qu'a une tenue de dire un pays avant même qu'on lise un panneau. Elle disait: les costumes devaient être des symboles, pas des répliques, et c'est exactement ce qu'ils sont. Les tissus sont lumineux, brodés, parfois recouverts de petites perles ou de paillettes. Ils résistent à l'humidité, au cycle d'air conditionné, à l'usure du temps. Certains motifs sont peints à la main, d'autres proviennent de tissus importés pour respecter une certaine authenticité culturelle. Alice Davis expliquait qu'elle avait conçu les costumes comme un hommage aux traditions textiles du monde entier. Et ce travail d'orfèvre se voit encore aujourd'hui jusque dans la version parisienne où les pastels et les textures rappellent son héritage. La vraie magie d'It's Small World, c'est la musique. Une seule mélodie, une seule chanson, mais chaque salle lui donne un costume différent. Les arrangements changent de pays en pays, instruments folkloriques, rythmes régionaux, harmonies spécifiques. Les frères Sherman l'avaient imaginé comme une partition capable de se métamorphoser sans perdre sa structure. Et c'est exactement ce qui se passe. La chanson reste la même, mais son âme change. Pour que les transitions soient fluides, les ingénieurs du son ont utilisé un tour de magie musicale, des modulations progressives. La tonalité change à peine suffisamment pour que l'oreille suive sans rupture. L'effet est hypnotique, on glisse d'un continent à l'autre sans même s'en rendre compte. Dans la version parisienne, la salle unique permet une spatialisation très large. Les enceintes diffusent plusieurs arrangements simultanément, subtilement mélangés, donnant l'impression d'un monde où toutes les cultures se répondent. Et depuis 2025, la boucle finale dans certains parcs intègre désormais le dernier couplet écrit par Richard Sherman, son ultime hommage au monde. Nous reviendrons longuement sur ce moment clé dans le grand dossier. À Disneyland et Disneyland Paris, la façade extérieure est une attraction à elle seule. Un immense collage de monuments stylisés, Big Ben, la Tour Eiffel, les pagodes asiatiques, le Taj Mahal, une synthèse architecturale du monde dans la palette blanche et or de Mary Blair. Toutes les 15 minutes, une parade miniature sort de l'horloge, des poupées représentant les enfants du monde qui défilent au son d'une mélodie enjouée avant que les grands cubes n'affichent l'heure. C'est un rituel visuel, une respiration dans la journée du parc, un rappel de la promesse de l'attraction, le monde avance, mais ensemble. À Paris, la façade a été restaurée en 2015 puis en 2023 avec une nouvelle palette pastel pensée pour dialoguer avec la lumière grise du ciel européen. Et depuis la réhabilitation, le mécanisme de l'horloge a retrouvé toute sa fluidité. C'est l'un des rares décors Disney qui joue même quand l'attraction est fermée, un symbole de constance, de joie, de temps partagé. It's a Small World est né dans les années 60 et forcément, certaines représentations ont vieilli. Mais ce qui est remarquable, c'est la manière dont Disney a choisi de faire évoluer l'attraction sans trahir son esprit. Aux États-Unis, en 2022, l'arrivée d'une poupée en fauteuil roulant a profondément marqué les visiteurs. Elle n'était pas placée dans une scène particulière, elle était là, naturellement, au milieu des autres. Un choix symbolique, fort, discret.
Un cast member disait alors: voir son propre corps représenté, c'est être invité dans le rêve. À Hong Kong, les voix ont été réenregistrées en mandarin, cantonais, coréen et filipino pour refléter la diversité linguistique du public. Au Japon, une version temporaire It's a Small World with Groot arrive chaque année depuis l'an passé, preuve que le message peut aussi dialoguer avec la pop culture sans perdre sa force. Et partout, les réhabilitations récentes ont permis d'améliorer l'audio animatronique, la précision des costumes, la qualité du son et la fluidité des bateaux. Nous avons vu comment la mécanique se cache sous la rivière, comment les poupées vivent grâce à des gestes simples, comment la chanson se réinvente d'un pays à l'autre et comment l'attraction s'adapte au monde qui change. Mais pour comprendre vraiment It's a Small World, il faut aller plus loin. Il faut quitter les coulisses et entrer dans le sens. Car derrière les couleurs et les rires, cette attraction porte une vision, une idée du monde, de l'harmonie, de la diversité, de l'enfance et de la paix. Bienvenue dans le grand dossier, là où It's Small World devient un poème humaniste. Il y a toujours un moment dans l'histoire des parcs Disney où tout s'arrête, un moment suspendu, un moment où l'on comprend ce qui se joue, dépasse le simple divertissement. Avec It's a Small World, ce moment se produit dès que le bateau quitte l'embarcadère, la lumière baisse, la musique s'élève et soudain tout devient clair. Walt Disney n'a jamais voulu faire seulement des attractions. Il a voulu proposer des visions du monde. Et dans le cas d'It's a Small World, cette vision est peut-être la plus simple et la plus ambitieuse qu'il ait jamais portée. L'idée que l'humanité partage une même chanson, une idée presque naïve, presque trop belle pour être vraie, et pourtant profondément nécessaire. Il est difficile de comprendre It's a Small World si l'on ne revient pas au contexte dans lequel Walt a conçu cette attraction. Nous sommes au début des années 60. Le monde vit sous la menace de la guerre froide, les États-Unis sortent traumatisés de la crise des missiles de Cuba, les tensions raciales déchirent le pays, le mur de Berlin vient d'être érigé, le monde est fragmenté, polarisé, inquiet. Et au même moment, Walt Disney, ce créateur que l'on réduit trop souvent à un sourire et une oreille de souris, est en train de bâtir un empire culturel fondé sur l'imagination, la pédagogie, la curiosité et l'émotion. Walt n'est pas un naïf, c'est un homme qui a vécu 2 guerres mondiales, la crise de 1929, les bouleversements économiques et scientifiques du siècle, mais c'est aussi quelqu'un qui croit sincèrement que l'éducation, la science et le divertissement peuvent rendre le monde meilleur. Dans ses notes personnelles, il écrit: l'avenir n'appartient pas à ceux qui se battent, mais à ceux qui comprennent. Et lorsqu'UNICEF et PepsiCo lui demandent une attraction célébrant les enfants du monde, Walt y voit une opportunité unique, dire quelque chose de simple, de profond et de durable. Pas un message politique, pas un discours, mais un geste artistique qui traverse les frontières et parle au cœur. Small World aurait pu être une attraction éducative stricte, une sorte de manuel géographique sur rail. Mais Walt ne veut pas de ça. Il veut une émotion, une intuition, une image du monde telle qu'elle devrait être, diverse, joyeuse, colorée, harmonieuse. Il dit à ses artistes: si nous voulons que les gens y croient, il faut leur montrer une image du monde qu'ils reconnaissent et qu'ils espèrent. Cette phrase est le point de départ de tout It's Small World. La force de Walt, c'est d'assumer la simplicité là où d'autres auraient mis de l'exotisme, du réalisme, du spectaculaire. Il demande un style accessible à tous, celui du conte. Il demande qu'on parle au monde comme on parle à un enfant, pas pour infantiliser, mais pour universaliser. Parce que l'enfant est le seul être humain pour qui le mot frontière n'existe pas encore. Dans les réunions de conception, Walt répète plusieurs fois: parler aux enfants et les adultes écouteront. Ce choix, qui semble aujourd'hui évident, était révolutionnaire en 1964. À une époque où les attractions de foire étaient bruyantes, agressives, compétitives, Walt propose une croisière lente, douce, presque médiative. Une attraction qui ne secoue pas, qui ne fait pas peur, qui ne cherche pas à impressionner par la technologie, mais par la sincérité. C'est exactement ce qui fera la différence.
Il faut comprendre quelque chose. En 1964, le monde vit dans la peur. Peur de la bombe, peur de l'autre, peur de l'étranger. Walt le sait et il refuse que ces parcs deviennent des refuges passifs. Il veut qu'ils soient des réponses, des alternatives, des propositions. It's a Small World devient alors un manifeste discret, une sorte de contre-message adressé au monde. Les frères Sherman se souviennent alors que Walt leur a dit: Faites une chanson qui dise que nous sommes tous pareils, pas par nécessité, mais par cœur. C'est exactement ce qu'ils font. Les premiers vers est une leçon d'humanité. Un monde de rire, un monde de larmes. Dès les premières notes, la chanson dit la vérité. L'humanité n'est pas qu'une chose. Elle est une multitude, elle est la joie, la peur, la peine, l'espoir. Et tout de suite après, elle ajoute: Il y a tellement de choses que nous partageons. Cette phrase en 1964 est un acte politique, un acte d'amour, un acte de paix. Walt choisit délibérément la simplicité, parce qu'elle est contagieuse, parce qu'elle passe sous les radars, parce qu'elle parle à tout le monde. C'est la même stratégie que celle des contes de fées. Ce n'est pas l'histoire qui est simpliste, c'est la forme qui se fait simple pour être reçue par tous. Marie Blair dira plus tard: la naïveté n'est pas un défaut, c'est une porte ouverte. Et Walt l'a compris avant tout le monde. Quand le bateau quitte l'embarquement, ce n'est pas le public qui voyage, c'est le monde qui vient à lui. C'est du génie. Walt renverse la perspective. Au lieu de traverser un monde divisé, on traverse un monde uni. Chaque pays chante la même chanson dans sa langue, les frontières s'estompent, les voix s'assemblent. C'est une vision idéalisée, oui, mais c'est une vision nécessaire. Richard Sherman disait: Walt nous a demandé une chanson simple, nous lui avons donné un hymne. Et il avait raison. It's a Small World n'est pas devenu culte par accident. Il est devenu culte parce qu'il propose toujours quelque chose que notre époque peine à délivrer: la conviction que le monde peut être beau, même dans sa diversité, même dans ses tensions, même dans ses contradictions. Ce n'est pas une vision réaliste, c'est une vision idéale. Et c'est précisément ce qui la rend indispensable. Walt a réussi quelque chose d'unique: créer une attraction qui n'est pas seulement un voyage dans l'espace, mais un voyage dans l'idée que nous nous faisons de l'humanité. Et maintenant que nous avons exploré la vision de Walt, il est temps d'aller voir celle qui l'a transformée en lumière. Car si It's a Small World chante, c'est grâce aux frères Sherman. Mais si It's a Small World rayonne, c'est grâce à une femme, une artiste dont le style a révolutionné l'animation Disney et qui dans cette attraction a trouvé son chef-d'œuvre. Cap sur Marie Blair, la poétesse des couleurs. Si Walt Disney a donné à It's Small World son ambition humaniste, c'est Marie Blair qui lui a donné son âme. On ne comprend pas cette attraction si l'on ne comprend pas Marie Blair. Elle n'a pas seulement peint des décors, elle a peint une vision du monde. Et cette vision continue d'irradier chaque version de l'attraction sur la planète. Marie Blair est l'une des artistes les plus importantes de l'histoire de Disney, et pourtant pendant longtemps son nom est resté dans l'ombre. Aujourd'hui, elle est célébrée comme une pionnière, une moderniste, une poétesse de la couleur. Mais en 1964, lorsqu'elle conçoit le style visuel d'It's a Small World, elle fait quelque chose de révolutionnaire. Elle impose une esthétique enfantine pour parler aux adultes. Marie Blair n'est pas une illustratrice comme les autres. Elle ne cherche pas le réalisme ni l'exactitude, elle cherche la sensation. Son style est fait d'aplats, de couleurs saturées, de formes géométriques, de compositions qui rappellent autant Matisse que les arts populaires d'Amérique latine. Quand Walt l'envoie en Amérique du Sud dans les années 40, elle revient transformée, avec une palette flamboyante, rose intense, bleu électrique, or lumineux. Il dira alors d'elle: Marie voit les couleurs comme personne d'autre, elle les ressent. Et lorsqu'il l'appelle pour concevoir l'atmosphère visuelle d'It's a Small World, il sait exactement ce qu'il fait. Il ne veut pas un traité géopolitique miniature, il veut un voyage émotionnel. Et seul le regard de Marie peut le créer. Marie Blair pense le monde comme un enfant. Pas de détails complexes, pas d'hyper-réalisme, pas d'ombre dramatique, tout est simplifié à l'essentiel. Pourquoi ? Parce que l'enfant ne s'embarrasse pas des frontières, des hiérarchies, des différences. Il voit des formes, des couleurs, des sourires.
Elle dira: les enfants comprennent la couleur avant les mots. C'est cette philosophie qui imprègne tout It's Small World. Les visages sont ronds, les yeux brillants, les bouches stylisées. Les paysages sont des patchworks de collines, de fleurs, de motifs folkloriques. Les animaux sont réduits à leur silhouette la plus simple. Ce n'est pas un manque de réalisme, c'est un choix radical, un choix qui fait de l'attraction une sorte de livre d'images planétaire, un album de l'humanité où chaque pays est reconnaissable et accueillant. L'une des forces du style de Marie Blair, c'est sa capacité à symboliser sans caricaturer. Elle stylise les cultures, mais elle ne les réduit pas. Elle simplifie, mais elle ne moque pas. Elle l'universalise sans uniformiser. Prenez par exemple la scène de l'Asie, silhouette de pagode, éventail, lanterne, tout est immédiatement identifiable, mais rien n'est réaliste. C'est l'idée de l'Asie passe à reproduction exacte. Ou encore la scène de l'Amérique latine, des couleurs chaudes, des motifs floraux, une stylisation presque mexicaine inspirée de son voyage pour les films Salud Amigos et Les Trois Caballeros. L'Afrique, elle, est un triomphe de bleu, vert et ocre avec des formes qui évoquent la savane et les masques tribaux sans jamais tomber dans les clichés offensants. Un historien de l'art écrit un jour: Marie Blair n'illustre pas le monde, elle le réinvente pour que tous puissent s'y reconnaître. C'est exactement cela. Marie Blair travaille la lumière comme un peintre fauve. Dans It's a Small World, la lumière n'est pas réaliste, elle est émotionnelle. Les jaunes sont soleil, les bleus sont profondeur, les roses sont tendresse, les ors sont féerie. Les Imagineers ont conçu l'éclairage du ride pour honorer Marie Blair. Des projecteurs discrets, des reflets tamisés, des contre-jours doux. Pas de lumière agressive, jamais. It's a Small World brille, mais ne brûle pas. Cette douceur lumineuse participe énormément à la sensation de paix qui émane de l'attraction. Elle donne l'impression d'un monde où la lumière vient du dedans, pas du dehors. Marie Blair veut que le final soit différent, plus épuré, plus calme. Elle choisit le blanc, couleur festive pour elle, mélange de toutes les couleurs en synthèse additive pour symboliser l'unité. Les costumes deviennent blancs et or, les décors s'allègent, les motifs se simplifient. Ce final n'est pas un climax spectaculaire, c'est un moment de grâce. Comme si, après avoir traversé la diversité du monde, on arrivait dans un lieu où tout se fond, tout se répond, tout se réconcilie. Suzanne Vanès dira plus tard: Marie Blair a peint l'humanité comme une lumière blanche issue de 1000 couleurs. Cette phrase résume tout. Ce qui est fou, c'est que le style de Marie Blair est devenu une norme visuelle mondiale. Chaque version de l'attraction, Floride, Tokyo, Paris, Hong Kong, reprend sa palette, ses aplats, ses motifs. À Disneyland Paris, on retrouve même une façade pastel subtilement inspirée de sa palette de 1966, mais adaptée au ciel européen. Marie Blair n'était pas seulement une directrice artistique, elle est devenue un langage, un alphabet, un visuel du bonheur. Et It's Small World est son chef-d'œuvre absolu, son poème du monde, son testament pictural. Et maintenant que nous avons traversé la palette de Marie Blair, que nous avons compris sa vision, ses couleurs, ses formes et sa philosophie, il est temps d'embarquer, de glisser sur la rivière et de parcourir scène après scène ce monde qu'elle a peint. Un monde où chaque pays est une chanson, chaque continent une émotion, chaque scène une carte, non pas géographique, mais sensible. Cap sur la partie 3 de Pays en pays, la carte émotionnelle du monde. Lorsque la barque quitte l'embarcadère et glisse sur la première étendue d'eau, quelque chose se produit. Une sorte de silence intérieur, une suspension, comme si l'on quittait notre monde réel pour entrer dans un autre, parallèle, plus doux, plus simple, plus clair. It's a Small World n'est pas conçu comme un voyage géographique réaliste. C'est un voyage émotionnel, un tour du monde réinventé par Marie Blair, stylisé par Mark Davis, mis en mouvement par Joyce Carlson et enveloppé par la musique des Sherman. C'est une carte, oui, mais une carte sensible. Une carte où chaque pays n'est pas un territoire, mais un sentiment, un parfum, une couleur, un rythme, un sourire. Le parcours varie selon les parcs, mais tous respectent la même logique. Un glissement poétique d'un continent à l'autre, une progression fluide sans frontières visibles, sans rupture.
Walt voulait que le public sente la diversité, mais qu'il ne la traverse jamais comme une fracture. Ce n'est pas un atlas, c'est un rêve. Le voyage commence presque toujours par le nord, la Norvège, le pôle Nord, la Scandinavie stylisée. Les couleurs sont froides mais lumineuses, bleu glacé, blanc étincelant, argenté discret. Les poupées portent des costumes folkloriques nordiques avec des motifs brodés et des coupes naïves. Les voix sont enfantines, douces, presque cristallines. C'est une ouverture parfaite. Le nord est associé au calme, au froid purificateur, à la lumière claire. C'est une manière de dire aux visiteurs: ouvre les yeux, le monde commence dans la lumière. L'Europe, dite Small World, n'est pas réaliste, elle est mythifiée. Elle condense des siècles de culture, de folklore, de contes. Les couleurs s'adoucissent, rose pâle, bleu royaux, dorures discrètes, motifs floraux. On y trouve des danseuses néerlandaises, des chanteurs yodelés, des enfants français aux accents de guignol, des écossais en kilt, des anglaises en robe de thé, des gondoliers italiens. Tout semble issu d'un livre d'images européen du début du XXe siècle. C'est volontaire. L'Europe n'est pas représentée comme un puzzle politique, mais comme une grande mosaïque folklorique. Les Sherman utilisent ici une orchestration où les cuivres, les accordéons, les flûtes et les violons s'entremêlent pour créer une sensation, celle d'une diversité tranquille. Cette scène fonctionne comme un premier crescendo. Après le calme du Nord, on entre dans la fête, dans la culture, dans le jeu. Puis vient l'Asie. Dans ses nuances stylisées, la Chine avec ses lanternes rouges et ses éventails, le Japon avec ses cerisiers et ses kimonos, l'Inde avec ses éléphants décorés, le Cambodge avec ses temples miniatures. Marie Blair aimait particulièrement l'Asie. Elle y voyait un équilibre entre simplicité et sophistication. Les couleurs deviennent ici plus contrastées, rose intense, vert jade, bleu profond. Les mouvements sont plus lents, plus chorégraphiés. La chanson se part de notes pentatoniques d'instruments traditionnels évoqués par touche. Guzheng, koto, percussion douce. C'est une scène qui apaise, une scène presque médiative. C'est ici que le visiteur ressent le premier vrai effet Small World, cette sensation que le monde si différent peut être harmonisé par une simple mélodie. L'Afrique est souvent représentée comme une grande savane stylisée. Les couleurs deviennent plus chaudes, jaune, ocre, orange brûlé. Les silhouettes animales, girafes géométriques, zèbres aux rayures presque abstraites, lions au sourire doux, surgissent dans une composition où tout semble danser. La chanson passe en mode percussif. On entend des tam-tams, des rythmes syncopés, des harmonies plus terriennes. Certains critiques ont reproché à cette scène son aspect cartoonesque, mais il faut la comprendre comme le reste, non pas une réalité, mais une interprétation émotionnelle. Marie Blair disait: Je peins les impressions avant les faits. C'est exactement ce qui se passe ici. L'Afrique n'est pas représentée comme un continent uniforme, mais comme un espace de chaleur et de pulsation. L'Amérique du Sud est l'une des scènes les plus spectaculaires. Le Chili, les Andes, le Mexique, l'Argentine, tous réinterprétés dans une succession de roses saturées, d'oranges flamboyants, de verts acides. Ce passage porte la marque directe des voyages de Marie Blair au Brésil, en Argentine et au Mexique dans les années 40 pour les films Saludos Amigos et Les Trois Caballeros. Elle en avait rapporté une palette vibrante, un amour des contrastes, un sens de la fête visuelle. Les poupées y dansent, les lamas sourient, des marionnettes colorées semblent flotter dans l'air. La chanson prend un tempo légèrement plus rapide, presque salsa, presque carnaval. Ce moment est une célébration pure, un feu d'artifice émotionnel. Puis la croisière s'adoucit. On entre dans les mers du Sud, Polynésie, Hawaï, Nouvelle-Zélande, Australie. Les tons deviennent marins, bleu turquoise, vert mentholé, violet profond. Les poupées flottent presque, les animaux, tortues, dauphins, hippocampes, semblent suspendus dans des mouvements lents. La chanson se fait murmure, accompagnée de chœurs doux comme des voix de sirènes. C'est l'un des passages les plus reposants du parcours, un moment où le monde cesse d'être bruit et fête pour devenir contemplation. Le message est clair, l'harmonie ne se trouve pas seulement dans la joie, mais aussi dans le calme. La représentation de l'Amérique du Nord varie beaucoup selon les parcs. À Disneyland, longtemps, elle se réduisait à un cow-boy, une amérindienne et une poupée footballeur.
À Disney World et à Disneyland Paris, on retrouve parfois des scènes évoquant Hollywood, la campagne américaine ou des références folkloriques. Marie Blair n'a jamais cherché à montrer la puissance américaine. C'est même l'un des rares espaces où elle minimise l'échelle comme si l'Amérique n'était qu'une voix parmi d'autres. Le message est subtil mais fort. Le monde ne se hiérarchise pas. Et puis arrive le moment le plus célèbre, le plus photographié, le plus subtil d'It's Small World, le final. Après avoir traversé toutes les cultures, le visiteur arrive dans un espace où tout est blanc. Blanc et or, blanc et argent. Les poupées vêtues de costumes blancs stylisés chantent ensemble, dans une version unique de la chanson. Tous les styles culturels se mêlent, tous les arrangements musicaux s'unissent, c'est le moment où It's a Small World cesse d'être un tour du monde pour devenir un rêve d'unité. Ce n'est pas naïf, ce n'est pas mièvre, c'est un message artistique. Voici ce que le monde pourrait être. Marie Blair décrivait ce final comme une lumière née dans la diversité. Et lorsque les bateaux quittent cette salle, les visiteurs ne quittent pas seulement une scène, ils quittent une vision, une promesse. Nous avons voyagé de pays en pays, glissé entre les couleurs, traversé les rythmes. Maintenant, il est temps d'entrer dans le cœur symbolique d'It's Small World, son final. Cette salle n'est pas seulement la conclusion du parcours. C'est une thèse, un manifeste, un poème visuel qui condense tout ce que Walt, Marie Blair et les frères Sherman voulaient dire au monde. Si It's Small World est une traversée du monde, son final blanc et or est sa destination spirituelle. C'est ici que le parcours cesse d'être un voyage géographique pour devenir une métaphore, presque une prière. Après les couleurs vives, les rythmes variés, les motifs typiques de chaque continent, on pénètre dans un espace où tout semble avoir été dépouillé, allégé, sublimé. C'est un moment que tous les visiteurs ressentent instinctivement. Un moment de paix pure, comme si le monde enfin respirait ensemble. Aucun autre ride de Disney ne possède une conclusion comparable. Là où la plupart des attractions cherchent un climax, un effet choc, une résolution spectaculaire, It's a Small World choisit l'inverse, l'épure. Le silence avant la sérénité, l'unité après la diversité, le blanc après l'arc-en-ciel, c'est un choix esthétique audacieux à contre-courant de ce qu'on attend d'un parc à thème et c'est précisément pour cela qu'il fonctionne. Walt Disney, lors des tests de la version de la foire de New York, aurait murmuré en découvrant ce final « Voilà, c'est ce que le monde peut être quand il s'écoute ». Cette phrase, qu'on retrouve dans plusieurs témoignages des Sherman et de Rolly Crump, résume toute la philosophie d'It's Small World. Pour comprendre ce final, il faut comprendre Marie Blair. Pour elle, le blanc n'est pas une absence de couleur, mais une synthèse lumineuse. Le blanc naît de la combinaison de toutes les lumières, le blanc n'annule pas, il unifie. Le blanc n'efface pas, il accueille. Suzanne Vanès dira plus tard « Marie Blair utilisait le blanc comme on utilise une promesse. Il contient déjà toutes les couleurs qui viendront après. » Les poupées deviennent alors des silhouettes immaculées, dorées, argentées. Les costumes ne sont plus identifiables à un pays, mais à une humanité commune. Les motifs géométriques s'adoucissent, les décors perdent en densité, mais gagnent en lumière. Tout semble flotter dans un espace sans frontières. Cette scène est construite comme une place céleste, un espace symbolique presque liturgique. C'est le cœur émotionnel du voyage, le moment où le visiteur comprend que le message d'It's a Small World n'est pas le monde est multiple, mais le monde est un. Si le blanc est l'unité, l'or est la célébration. L'or n'est pas ici synonyme de richesse matérielle. Il est utilisé selon les mots mêmes de Blair pour signifier la chaleur de la féerie. La couleur dorée donne au décor un éclat doux, réconfortant, presque sacré. Dans ce final, l'or n'est pas ostentatoire, il scintille, il respire, il enveloppe. On retrouve ici l'influence des cathédrales européennes et des icônes byzantines mêlées à une sensibilité moderne. L'or n'est pas religieux mais symbolique. Il dit « Nous sommes différents, mais ensemble, nous brillons davantage ». Musicalement, ce final est une prouesse. Toutes les orchestrations entendues précédemment, nordiques, européennes, asiatiques, africaines, latines, océaniennes, se fondent ici dans une seule version de la chanson. La mélodie ne change plus, le tempo se stabilise, les instruments s'unissent. On passe d'une mosaïque sonore à un chœur
commun, d'une symphonie de culture à un chant unique. C'est l'aboutissement de ce que Walt avait demandé aux frères Sherman. Une chanson capable de changer de costume à chaque pays, mais de retrouver son unité à la fin. Et dans certaines versions, notamment en Californie et en Floride, le final accueille désormais depuis 2025 un détail bouleversant. Le dernier couplet écrit par Richard Sherman avant sa mort, un véritable cadeau d'adieu au parc Disney que nous analyserons en profondeur dans la partie 5. Ce couplet apparaît subtilement comme une respiration nouvelle dans la boucle musicale, ajoutant un souffle encore plus humain à ce final déjà iconique. Le blanc et or joue sur un phénomène peu commenté. La catharsis par la douceur. Après l'accumulation joyeuse et parfois chaotique des décors colorés, le blanc agit comme un apaisement. C'est une respiration, une libération émotionnelle. Les visiteurs, enfants comme adultes, ressentent souvent une vague de calme, une tendresse inattendue. On l'a vu maintes fois dans les embarcadères des parcs, des enfants se taisent soudain, des adultes qui sourient sans raison apparente, des couples qui se rapprochent. Le final n'est pas spectaculaire, il est intime. Il ne cherche pas à impressionner, il cherche à consoler. Dans une interview de 1983, Mark Davis dira « Le final, c'est la preuve que la simplicité peut toucher plus profondément que le plus grand des effets spéciaux. » Et il avait raison. La force d'It's a Small World, c'est cette douceur, cette capacité à émouvoir sans grand fracas. C'est une esthétique de la tendresse. It's a Small World raconte un voyage, mais son final raconte un retour. Après avoir traversé les cultures, les rythmes, les couleurs, les spectateurs se retrouvent dans un espace où tout se rassemble. Ce n'est plus un tour du monde, c'est un constat, une évidence. Il y a 1000 façons d'être humain, mais un seul cœur pour ressentir. Ce final est un miroir. Il dit aux visiteurs « Tu as vu la diversité, maintenant vois l'unité ». C'est la morale de l'histoire, mais c'est aussi son émotion la plus forte. Walt Disney voulait que les visiteurs sortent avec une phrase en tête. Nous partageons plus que ce qui nous sépare. Il avait compris quelque chose que notre époque redécouvre douloureusement. La fraternité est un choix, pas une évidence. Et maintenant que nous avons traversé ce final blanc et or, qui est déjà un message universel, il est temps de parler de l'ajout le plus récent, le plus précieux, le plus émouvant de l'histoire de It's a Small World. Un geste posthume, un cadeau ultime. Le dernier couplet jamais écrit par Richard Sherman. Une strophe qui vient s'ajouter au final et qui d'une certaine manière renforce encore le rêve que Walt Disney avait imaginé. Il arrive parfois dans l'histoire de Disney que la magie revienne là où on ne l'attendait plus, que le passé s'invite dans le présent avec une douceur inattendue. It's a Small World a vécu 60 ans avec la même chanson, la même boucle, la même mélodie. Un thème devenu si universel qu'il aurait pu rester inchangé pour l'éternité. Et pourtant, en 2025, un ajout discret, presque secret, a bouleversé la partition. Un cadeau, un adieu, un dernier souffle. Richard Sherman, l'un des deux frères qui ont composé la chanson originale en 1964, a laissé derrière lui un couplet inédit, un dernier vers pour le monde, écrit avant sa disparition. Un texte court, humble, mais profondément humain, qui s'intègre désormais dans le final de l'attraction à Disneyland Resort et à Walt Disney World. Ce dernier couplet, c'est une lettre, une bénédiction, un message transmis à une génération qui n'a pas connu les années 60, mais qui emporte toujours les fragilités. C'est un prolongement du rêve de Walt, un dernier geste d'un Sherman, comme un appel doux que la chanson n'est pas qu'un refrain, c'est une philosophie. Richard Sherman, jusqu'à la fin de sa vie, est resté amoureux de cette chanson. Il disait souvent « It's a Small World » n'est pas seulement une mélodie, c'est un sourire. Lorsqu'il écrit ce dernier couplet, il le fait sans annonce, sans cérémonie, comme un simple prolongement naturel de l'œuvre de sa vie. Il voulait un texte court, limpide, compréhensible par les enfants et porteur de sens pour les adultes. Il voulait quelque chose qui puisse se chanter dans toutes les langues, comme le premier couplet. Et surtout, il voulait transmettre une vérité simple, nous avancions mieux main dans la main.
Voici le texte écrit par Richard Sherman, intégré au final depuis juillet 2025. Mother Earth unites us in heart and mind, and the love we give makes us humankind. Through our vast wondrous land, when we stand hand in hand, it's a small world after all. 5 vers, 5 lignes, rien de plus. Et pourtant, c'est peut-être l'un des textes les plus directs que les Sherman aient écrits. Voici une traduction fidèle mais légèrement plus poétique dans le ton. La terre-mère nous unit de cœur comme d'esprit, et l'amour que nous donnons fait de nous des êtres humains. À travers nos terres immenses et merveilleuses, quand nous avançons main dans la main, oui, le monde reste petit après tout. C'est simple, c'est limpide, c'est universel. Et c'est exactement ce qu'It's Small World est depuis le début. Une chanson qui dit les choses que les discours n'osent plus dire. Le premier couplet de 1964 parlait des émotions humaines, des rires et des larmes. Il posait un constat, l'humanité est partagée entre ses joies et ses peines. Ce nouveau couplet, lui, va plus loin. Il propose une solution. Il affirme, en aimant, nous devenons humains. Le premier couplet décrivait le monde, le dernier le prescrit. Et cette évolution est profondément cohérente avec le contexte actuel, un monde fragmenté, polarisé, où les réseaux sociaux divisent, où les frontières idéologiques se resserrent. Les Sherman ne donnaient pas seulement une chanson, ils donnaient une réponse. La phrase centrale « The love we give makes us humankind » est un pivot, une bascule, une inversion. Ce n'est plus la géographie, la langue ou la culture qui fait de nous un peuple, c'est le geste, le don, l'acte. C'est profondément disneyen. Walt Disney répète toute sa vie, la curiosité, l'imagination et l'amour sont les forces qui peuvent vraiment changer le monde. Ce couplet en est le prolongement. Dans les parcs où ce nouveau couplet a été intégré, il n'arrive pas d'un seul coup, il arrive comme un parfum, doucement. Les visiteurs l'entendent à peine la première fois, c'est un murmure qui vient se glisser dans l'orchestration, une variation, une montée. Puis soudain, les paroles émergent, juste après la section blanche et or, juste après la réunion des cultures, juste avant le retour à la lumière. C'est à cet instant précis que le message fait sens. Après avoir montré le monde réuni, l'attraction murmure pourquoi il l'est. Parce que nous avançons ensemble, parce que l'amour relie, parce que l'humain est plus fort que la division. Dans certaines vidéos enregistrées lors des premiers jours de l'ajout du couplet, on entend un phénomène rare. Le public se tait. Un silence soudain, presque sacré, comme si les visiteurs comprenaient instinctivement qu'ils entendaient quelque chose d'important. Un cast member présent les premiers jours raconte « On voyait des gens sourire, d'autres s'essuyer une larme. C'est un couplet si simple, mais il touche. C'est exactement ce qu'It's Small World devait être, une émotion. » Ce couplet a quelque chose de particulier. Il sonne comme un adieu discret. Richard Sherman a composé toute sa vie des chansons qui ont traversé les générations. Mary Poppins, Winnie l'ourson, les Aristochats et bien sûr It's a Small World. Ce dernier vers est une manière de dire « Je vous laisse le monde, prenez-en soin ». Greg Sherman, son fils, expliquait en 2025 « Mon père espérait que ce dernier vers aiderait les nouvelles générations à comprendre ce qui nous unit est toujours plus fort que ce qui nous sépare. » Ce n'est pas un hasard si Disney a choisi de l'insérer dans le final. C'est le moment du relais, le moment où la chanson quitte ses créateurs pour devenir nôtre, le moment où le monde imaginé par Walt devient le monde porté par ceux qui l'écoutent. It's a Small World n'est plus seulement un hommage à l'enfance. C'est une déclaration, une intention, une direction.
Ce couplet transforme l'attraction en quelque chose de plus adulte, de plus réflexif, sans jamais perdre sa douceur. Il ajoute une dimension de responsabilité. Le monde n'est pas petit parce qu'il l'a toujours été. Il est petit parce que nous acceptons de le regarder comme tel, parce que nous décidons de l'unir, parce que nous avançons main dans la main. Ce n'est pas juste un message de paix, c'est un message de co-création. Ce monde-là, celui où les enfants chantent ensemble, n'existe que si nous le faisons exister. Richard Sherman donne la clé, Walt Disney donnait le rêve, Marie Blair donnait les couleurs, les Imagineers donnent la scène et désormais, les visiteurs donnent le sens. Nous venons de naviguer dans le cœur émotionnel de l'attraction, dans ce nouveau souffle offert par Richard Sherman. Mais pour comprendre pleinement It's a Small World, il faut aussi explorer l'autre versant, celui des critiques, des débats, des lectures plus complexes, car ce petit monde aux couleurs pastel n'a jamais fait l'unanimité. Certains le trouvent naïf, d'autres réducteur, d'autres encore trop lisse. Alors, que dit vraiment cette naïveté? Et pourquoi est-elle un choix artistique et politique? Depuis plus de 60 ans, It's a Small World est l'une des attractions Disney les plus aimées, mais aussi l'une des plus débattues. Fascinante, iconique, universelle, elle a pourtant été critiquée pour ce qui fait sa singularité, sa simplicité, sa naïveté, sa vision stylisée du monde. C'est un paradoxe total. Ce qui émeut des millions de visiteurs est précisément ce que certains lui reprochent. Mais pour comprendre ce débat et pour comprendre pourquoi It's a Small World est, malgré tout, une œuvre majeure, il faut plonger dans cette tension entre vision idéale et réalité complexe, entre art naïf et regard contemporain, entre poésie et politique. Une vision trop simple du monde est le premier reproche. C'est une critique récurrente. It's a Small World présenterait une vision mièvre, infantilisante, réductrice de la diversité culturelle. Les poupées sourient tout le temps, les pays sont résumés à quelques symboles, un kimono, une pagode, un kilt, un sombrero, des tam-tams. Les détracteurs affirment que le monde réel est bien plus nuancé, complexe, douloureux. Qu'un univers niant les conflits, les injustices, les violences ou les drames serait forcément faux. Certains universitaires ont même analysé l'attraction comme un monde Disney aseptisé, une utopie commerciale, voire une façon de lisser les différences culturelles pour les rendre plus digestes aux visiteurs occidentaux. Une critique du Los Angeles Times écrivit un jour « It's a Small World est un tableau si doux qu'il en devient presque sucré ». Et c'est vrai, mais c'est aussi volontaire. Il est essentiel de comprendre ceci. Marie Blair n'a jamais cherché le réalisme. Elle n'a jamais prétendu représenter les cultures du monde avec exactitude. Elle cherchait la reconnaissance instantanée, l'émotion, la symbolique. Elle stylise, elle raconte, elle traduit. Elle ne copie pas. C'est exactement la différence entre un documentaire et un poème. L'Afrique n'est pas toute l'Afrique. Le Mexique n'est pas tout le Mexique. Le Japon n'est pas tout le Japon. Mais ils sont les idées de ces lieux, leurs couleurs, leurs formes, leurs rythmes, tels qu'un enfant pourrait les dessiner dans un cahier. C'est la clé. It's Small World n'est pas une carte politique, c'est un album de souvenirs universels. Si Marie Blair stylise, Walt, lui, assume. Pour lui, la niaiveté n'était pas une faiblesse, mais une force. Il disait « Ce que le monde appelle naïveté, j'appelle cela de l'espoir ». Dans les années 60, alors que la guerre froide obsède des dirigeants, alors que les États-Unis sont déchirés par la ségrégation, Walt décide de montrer un monde où les enfants chantent ensemble. Ce n'est pas un déni, c'est un acte, une alternative, une réponse artistique à un monde effrayé. Le sociologue Douglas Broad écrit « It's a Small World avait un quart de siècle d'avance sur les discours sur la diversité ». Le ride n'est pas naïf, il est prémonitoire. Il parle d'un monde interconnecté avant l'ère d'Internet. Il parle de paix avant les mouvements sociaux mondialisés. Il parle de fraternité au moment où le mot même était contesté. Oui, It's a Small World utilise des symboles faciles. Oui, certaines représentations paraissent datées. Oui, certains pays sont réduits à un cliché. Mais considérer cela comme une erreur, c'est oublier que l'attraction ne cherche pas à représenter la réalité. Elle cherche à représenter la sensation d'un monde uni.
Un anthropologue l'a très bien résumé. It's a Small World ne simplifie pas le monde, il simplifie nos peurs. Et précisément, cette simplification émotionnelle qui permet à l'attraction d'être comprise par un enfant de 4 ans comme par un adulte de 80 ans, elle parle à tout le monde parce qu'elle ne cherche pas à tout dire. Elle dit une chose, mais elle la dit bien, le monde peut être harmonieux. Disney l'a très bien compris, représenter le monde est une responsabilité. Et l'entreprise a agi. La version moderne d'It's a Small World a évolué, s'est ajustée, s'est ouverte. Quelques exemples. Ajout de poupées en fauteuil roulant, diversification des teints de peau, des textures capillaires, des morphologies, ajustement des costumes pour éviter les caricatures, recontextualisation musicale dans certains pays, ajout de personnages Disney stylisés en Marie Blair, version It's a Small World with Groot, temporaire au Japon. Ces choix ne trahissent pas l'esprit de l'attraction, ils le prolongent. Ils disent voir le monde comme un espace de fraternité ne signifie pas ignorer ce qu'il est. Cela signifie l'inviter à grandir avec nous. Un cast member résumait parfaitement cette démarche lors de l'arrivée de la poupée en fauteuil roulant. Il dit « Pour la première fois, ma sœur se voit dans le rêve ». C'est exactement cela. La naïveté dans It's Small World est une arme douce certes, mais une arme quand même. Elle ne nie pas les conflits, elle propose de les dépasser. Elle ne nie pas les différences, elle propose de les célébrer. Elle ne nie pas la souffrance, elle propose une réponse universelle. It's a Small World n'est pas un ride d'information, c'est un ride d'intention. Et son intention est claire, transmettre la vision de l'humanité où la paix est possible. Dans une époque saturée de cynisme, de sarcasme et de violence verbale, cette naïveté devient presque subversive. Elle dit « et si la solution n'était pas plus de complexité, mais plus de simplicité ?» Un critique l'a écrit un jour en défense du ride, It's a Small World ne simplifie pas le monde, il simplifie la haine. Et c'est peut-être le plus beau compliment que l'on puisse faire à une attraction. La chanson est la clé du malentendu. Elle est répétitive, elle est entêtante, elle semble enfantine, elle reste dans la tête pour toujours. Et c'est précisément là que réside sa force. Les Sherman ne cherchaient pas une musique complexe. Ils cherchaient une musique qui s'infiltre, qui persiste, qui s'imprime. Richard Sherman disait « L'émotion doit être simple. C'est le monde qui complique tout. » La chanson est un mantra, un rituel, une berceuse collective. Elle n'explique pas le monde, elle nous rappelle que nous avons un rôle à jouer pour qu'il soit plus doux. Nous avons examiné les critiques, les débats, les lectures parfois sévères portées sur l'attraction, mais maintenant revenons à l'essentiel. Pourquoi, malgré tout, malgré les décennies, malgré son apparente simplicité, It's a Small World continue-t-elle à émouvoir autant ? Pourquoi les visiteurs sortent-ils avec un sourire inexplicable ? Pourquoi la chanson si simple touche-t-elle aussi profondément ? On pourrait croire que si It's a Small World nous touche autant, c'est uniquement grâce à la nostalgie. Cette chanson entendue enfant, cette douceur de couleurs pastel, ces poupées qui hissent un sourire tout simple, mais ce serait réduire l'attraction à un souvenir, alors qu'elle est en réalité une émotion parfaitement construite. It's a Small World n'est pas une expérience enfantine, c'est une expérience humaine. Elle ne s'adresse pas seulement à la mémoire de l'enfance, mais à quelque chose de beaucoup plus profond, plus archaïque, plus universel. Ce qu'elle réveille en nous ne dépend pas de l'âge, cela dépend de ce que nous avons de plus précieux, notre besoin de douceur. Dans un parc où tout va vite, Space Mountain, Big Thunder Mountain, Hyper Space Mountain, It's a Small World est un ovni. Une attraction qui nous demande de ralentir. Pas d'accélération, pas d'effet de vitesse, pas de frisson mécanique, juste une barque, une rivière, un tempo volontairement hypnotique. C'est l'une des rares attractions Disney conçues pour nous apaiser, pour calmer le rythme cardiaque, pour ramener le visiteur à une respiration plus profonde. Nous ne sommes plus secoués de l'extérieur, nous sommes touchés de l'intérieur. Et dans un monde où tout s'accélère, où nos écrans clignotent, où la sollicitation est permanente, une attraction qui nous dit « ralentis, regarde, écoute » devient un acte presque radical. It's a Small World n'est pas une expérience individuelle, c'est une expérience collective.
Tout le monde embarque ensemble, on est côte à côte, serré, partagé. Ce n'est pas un ride où l'on est séparé dans nos sièges. C'est une barque commune et symboliquement, cela compte énormément. C'est un petit monde dans un bateau, on glisse ensemble, on entend la même chanson, on passe les mêmes scènes au même moment, on découvre le même monde sous le même angle. Ce n'est pas une attraction où chacun vit une aventure différente, c'est une attraction où l'on est littéralement porté dans le même mouvement. Cette dimension collective a quelque chose de très vieux, presque rituel, presque ancestral, avancer ensemble sur l'eau, un geste universel, un mythe universel. La chanson est répétitive, c'est vrai, parfois même obsédante. C'est vrai aussi, mais ce n'est pas un défaut, c'est un choix. La répétition en musique crée la sécurité. Elle apaise, elle rassure, elle stabilise. Les Sherman l'ont composée comme une berceuse universelle, courte, simple, efficace. Elle ne raconte pas une histoire, elle n'explique rien, elle installe un état intérieur. C'est presque hypnotique. Et dans le final, où le dernier couplet vient désormais s'intégrer, la chanson devient un mantra poétique, un rituel humain plutôt qu'un simple refrain. Richard Sherman disait « Cette chanson n'a jamais été faite pour être entendue une fois, elle a été faite pour être vécue. » Et c'est exactement ce qui se produit. La musique envahit l'espace, enroule les scènes, se fond dans le décor, devient atmosphère. Il existe un langage qui précède la parole, la couleur. Et Mary Blair parlait couramment ce langage-là. Les couleurs pastel activent des zones du cerveau liées à la sérénité, au réconfort, à la tendresse. Les bleus calment, les roses rassurent, les jaunes illuminent sans agresser, les ors réchauffent, les blancs purifient. Ce n'est pas un hasard si l'attraction semble faire baisser le volume du monde. Même les visiteurs qui ne se connaissent pas en art comprennent instinctivement que ces couleurs racontent quelque chose, la paix. Dans un parc où beaucoup de landes jouent sur le contraste, l'ombre, les textures fortes, It's a Small World s'avance comme dans un grand bain de lumière. Tout est lisse, tout est doux, tout est rond. Cette esthétique n'est pas naïve, elle est intentionnelle. Elle vise à ramener le visiteur dans un espace émotionnel de confort. Le succès d'It's Small World repose sur un paradoxe. Il ne représente pas le monde réel, il représente le monde idéal. Le monde tel que nous aimerions qu'il soit. Le monde tel que les enfants le voient avant que la société ne leur impose ses frontières. Et cela touche profondément. Les visiteurs adultes n'y voient pas un atlas, ils y voient un refuge. Les enfants n'y voient pas un discours, ils y voient une histoire. Les familles y voient un moment suspendu, un espace où tout le monde peut être ensemble sans tension, sans bruit, sans fracas. Cette vision n'est pas réaliste, bien sûr que non, mais ce n'est pas son objectif. Elle propose une manière de regarder le monde qui est douce, humble, accueillante. Et cette douceur dans un monde dur devient presque révolutionnaire. Un ride sur l'eau, c'est toujours un symbole. On embarque, on avance, on traverse et on revient. C'est un cycle, c'est un voyage initiatique miniature. It's a Small World utilise ce langage universel. L'eau comme passage, comme transition, comme transformation. Ce n'est pas un hasard si tant de visiteurs sortent de l'attraction avec une impression étrange, celle d'avoir reçu quelque chose ou d'avoir laissé quelque chose derrière eux. La barque est un espace liminal, ni tout à fait ici, ni tout à fait ailleurs. Un espace qui permet la métamorphose. Ce final, on l'a dit dans la partie 4, est un sommet poétique. Mais il est aussi la raison pour laquelle les visiteurs sortent avec un sentiment de paix. La convergence de toutes les cultures en un chant commun, le blanc lumineux, l'or chaleureux, le nouveau couplet des Sherman, tout concourt à créer un moment où les émotions se rassemblent comme si le monde lui-même respirait en blanc. Ce n'est pas une conclusion, c'est un apaisement, une révélation, une suspension, comme si l'attraction disait « voilà ce que nous pourrions être ». Et cette vision, même si elle est idéalisée, même si elle est imaginative, même si elle est utopique, touche au cœur. Parce qu'elle rappelle quelque chose que nous avons peut-être oublié, la possibilité de croire encore une fois en la bonté du monde. À une époque saturée de discours, de slogans, de polémiques, It's a Small World a un pouvoir très rare. Elle se passe de mots, elle passe par la couleur, la musique, le mouvement, la lumière, elle parle au cœur directement.
Elle dit sans dire, elle émeut sans expliquer, elle unit sans convaincre. Et c'est précisément ce qui en fait une œuvre gigantesque. Elle dépasse le langage, on ne visite pas It's a Small World, on ressent It's a Small World. Et c'est pourquoi, plus de 60 ans après sa création, dans un monde bien plus complexe qu'en 1964, cette attraction continue de résonner. Parce qu'elle rappelle une vérité que le cynisme aime oublier, il suffit parfois d'un sourire, d'une chanson, d'un geste pour réduire la distance entre les êtres humains. Nous arrivons à la fin de cette croisière et comme le bateau qui rejoint doucement le quai, il est temps de revenir au point de départ, mais en ayant changé un peu. Changé parce que la chanson nous suit, changé parce que les couleurs nous restent, changé parce qu'une simple mélodie a pu l'espace de quelques minutes nous rappeler qu'un monde plus doux n'est jamais très loin. Cap sur la conclusion, une dernière respiration, un dernier écho, un dernier sourire. It's a Small World n'est pas qu'un ride, c'est un vœu. Chers auditeurs, le bateau vient de ralentir, la lumière du quai revient doucement comme l'aube après une nuit de lanternes colorées, les derniers échos de la chanson se dissipent dans l'air, mais il reste quelque part dans la tête, dans le cœur, dans cette petite zone sensible où l'enfance et l'adulte se donnent la main. C'est toujours ainsi que se termine It's a Small World, non pas par un effet, non pas par un final tonitruant, mais par un murmure. Par une sensation, par ce sentiment étrange d'avoir été témoin de quelque chose de très simple et de très grand à la fois. À la fin de cette croisière, on réalise que cette attraction n'a jamais été seulement un ride. C'est une émotion, une mise en scène, une idée transformée en lumière, une vision du monde incarnée dans des couleurs, des visages et des harmonies. It's a Small World, c'est la version la plus délicate et la plus radicale de ce que Walt Disney voulait dire au monde. Que l'humanité mérite d'être célébrée, que les différences sont des trésors, que la paix n'est pas un concept abstrait, mais une manière de regarder l'autre. Walt n'a jamais prétendu que le monde était simple, il a simplement refusé qu'on le complique plus qu'il ne l'est déjà. Il disait souvent « La curiosité et la bonté sont les véritables moteurs du progrès ». Et dans cette attraction, ces valeurs prennent forme, s'animent, chantent, naviguent. Marie Blair, avec ses aplats audacieux et ses teintes irréelles, nous a appris que l'on pouvait raconter le monde avec la palette de l'enfance, que l'on pouvait styliser sans trahir, que l'on pouvait épurer jusqu'à atteindre l'essentiel. Les frères Sherman, eux, ont trouvé la mélodie la plus universelle jamais composée pour un parc Disney. Une chanson qui dit tout, en quelques phrases, mieux que n'importe quel discours. Et à la fin de sa vie, Richard Sherman nous a laissé ce dernier cadeau. Un couplet qui ressemble à un testament, une poignée de mots qui disent l'essentiel, que nous sommes humains par les liens que nous créons. Mother Earth unites us in earth and mind, 5 vers, une déclaration, une conclusion, un passage de relais entre les rêveurs d'hier et les visiteurs d'aujourd'hui. Et puis, il y a les Imagineers, ceux d'hier et ceux d'aujourd'hui, ceux qui ont transformé la vision de Walt en bateau, la palette de Marie en décor, les notes des Sherman en chœur mondial, ceux qui en 2023, en 2015, en 2008 ou en 1983 ont repeint, reconstruit, remis à neuf, réactivé cette croisière pour qu'elle continue de vivre encore et dans un monde qui en a besoin. Leur travail dit quelque chose de discret mais fondamental. It's a Small World n'est pas un héritage figé. C'est une œuvre vivante, une œuvre qui accepte de changer, de s'ouvrir, de s'inclure, de se réinventer. Une œuvre qui grandit avec nous. Pourquoi cette attraction continue-t-elle de nous toucher autant ? Parce qu'elle parle d'un rêve dont nous avons tous besoin. Parce qu'elle nous rappelle, sans jugement, sans morale, sans discours, que la bonté existe. Qu'elle n'est pas spectaculaire, qu'elle n'a pas besoin de montagnes russes, ni de grands finales, ni de projecteurs 3D. Qu'elle tient parfois en une chanson répétée, en un sourire de poupée, en un univers pastel où tout semble possible. Parce qu'elle nous dit que le monde est vaste, mais qu'il devient petit quand on le regarde avec le cœur. Et peut-être que si cette attraction traverse les décennies, les cultures, les langues et les générations, c'est parce qu'elle propose quelque chose que les adultes oublient parfois, mais que les enfants comprennent instinctivement. La paix n'est pas un horizon. C'est une main tendue, une barque partagée, un refrain que l'on chante ensemble, même si on ne connaît pas les paroles. À titre personnel, et c'est ici que je sors un instant du récit pour m'adresser à vous.
Je crois que It's Small World est l'une des attractions les plus importantes jamais créées par Disney. Pas la plus impressionnante, pas la plus spectaculaire, mais la plus courageuse parce qu'elle ose la douceur, parce qu'elle ose la simplicité, parce qu'elle ose dire ce qui nous rassemble est plus fort que ce qui nous sépare. Dans un monde qui court, qui s'agite, qui s'épuise, elle nous invite à naviguer doucement, à écouter, à regarder, à ressentir, à croire. Elle nous rappelle qu'au cœur du tumulte, il y a encore un espace où le monde a sa place, où l'on peut avancer ensemble, où aucune voix n'est trop petite pour être entendue dans le cœur du monde. Et si au fond, cette attraction si modeste était le plus grand message que Walt Disney ait laissé? Une chanson qui nous survit, une lumière blanche née de 1000 couleurs, un voyage calme mais immense, un monde petit mais essentiel. Une invitation à continuer de rêver à ce que pourrait être l'humanité si elle acceptait simplement de se tenir la main. Le bateau s'arrête, la barque touche le quai, le monde revient, mais la chanson, elle, reste quelque part en vous. Et c'est là peut-être sa plus grande magie, elle continue de naviguer même quand on est revenu sur la terre ferme. Merci d'avoir voyagé avec moi dans ce monde minuscule et infini, et souvenez-vous, c'est un petit monde après tout. Et tandis que la barque accoste et que la chanson s'éloigne enfin, une autre atmosphère se dessine déjà à l'horizon de Sparkverse. Une atmosphère plus sombre, plus théâtrale, plus mystérieuse. Car après avoir voyagé dans la lumière la plus douce des parcs Disney, nous quitterons bientôt les couleurs pastel pour entrer dans les ombres, les illusions, les couloirs hantés, les miroirs qui chuchotent et les histoires qui ne meurent jamais vraiment. Le mois prochain, nous confronterons deux manoirs, deux mythes, deux visions d'un même frisson. Haunted Mansion, l'héritage fantomatique américain, et Phantom Manor, la tragédie romantique et poussiéreuse de Disneyland Paris. Deux maisons, deux philosophies, deux façons de raconter la mort avec humour, poésie et un irrésistible sourire spectral. La lumière s'éteint, la poussière se soulève, un piano lointain s'accorde. Préparez-vous, Sparkverse entrera bientôt dans le monde des esprits et les fantômes, eux, n'attendent que vous. Chers auditeurs, merci d'avoir embarqué à bord de ce voyage doux et immense à la fois. Merci d'avoir pris le temps de suivre la chanson, de regarder les couleurs, d'écouter le monde comme un enfant écoute le vent. Ce n'est pas le ride le plus bruyant ni le plus spectaculaire, mais c'est peut-être celui qui parle le plus juste. Celui qui touche le plus profondément, celui qui sans un seul effet choc nous rappelle ce que nous partageons tous. Si cet épisode vous a ému, inspiré, fait sourire ou simplement rappelé un souvenir, n'hésitez pas à le partager, à le commenter, à laisser une note ou à le faire découvrir à quelqu'un qui a besoin d'un peu de douceur dans sa journée. C'est ainsi que Sparkverse continue de grandir, une écoute après l'autre, une voix après l'autre, une étincelle après l'autre. On se retrouve le mois prochain pour une traversée bien différente, quelque part entre les miroirs brisés, les rires fantomatiques et les destins tragiques. Mais aujourd'hui, emportez avec vous cette mélodie qui dit quelque chose de très simple, mais de très important d'un bout à l'autre de la planète. Dans chaque rire, dans chaque larme, dans chaque regard, c'est un petit monde après tout. À très bientôt dans Sparkverse.